Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Il y a eu conseil des ministres ce mercredi. Les membres du gouvernement réunis autour du président de la République, Alassane Ouattara, ont évoqué plusieurs sujets, entre autres l'organisation de l'élection partielle des sénateurs prévue le 31 juillet prochain. 5 régions sont concernées. La campagne aura lieu du 23 au 29 juillet prochain. La Banque africaine de développement va soutenir la mise en œuvre du PND 2021-2025. L'annonce a été faite par le président de l'institution au thème d'une audience avec le Premier ministre Patrick Kachi. Le portefeuille des opérations de la Banque en Côte d'Ivoire se chiffre actuellement à plus de 2 milliards de dollars, soit plus de 1500 milliards de francs CFA. Non à la fraude, la tolérance zéro prônée par le ministère de l'Éducation nationale est en vigueur. 10 personnes, dont des candidats au bac, ont été appréhendées dans 2 centres d'examen à Abidjan. Les présumés fraudeurs ont été mis aux arrêts aujourd'hui. L'opération a été conjointement menée par la police et le ministère de l'Éducation nationale. Le président haïtien n'est plus. Moïse Jovenel a été assassiné à son domicile par un commando la nuit dernière. Son épouse blessée est hospitalisée. Le premier ministre haïtien qui a fait l'annonce a déclaré l'état de siège, octroyant des pouvoirs renforcés à l'exécutif. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons par le palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres ce mercredi. Les membres du gouvernement réunis autour du président de la République, Alassane Ouattara, ont évoqué plusieurs sujets, notamment l'organisation des sénatoriales partielles du 31 juillet prochain. 5 régions sont concernées par ce scrutin. La campagne s'ouvre le 23 juillet prochain et s'achève le 29 du même mois. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. Mercredi 7 juillet 2021, en prenant place ce jour au palais présidentiel, le Conseil des ministres tient effectivement parole quant au respect du rendez-vous pris. En première ligne, le président de la République, Alassane Ouattara, présent pour présider comme toujours la réunion. Une fois de plus, on ne peut pas dire que le chef de l'État et les membres du gouvernement ne se sont pas retroussés les manches, eu égard au nombre incalculable de décisions prises au cours de cette réunion pour le bien des populations. Ainsi, comme entame du point de la rencontre, on retient le projet de loi sur la lutte contre le trafic et l'usage des stupéfiants. Ce projet de loi répond à l'évolution des techniques de production, de trafic et d'usage illicite des stupéfiants et de leurs produits dérivés et qui implique bien évidemment une amélioration constante des mesures et des moyens de lutte et de répression. Le Conseil a par ailleurs pris un certain nombre de mesures sur l'organisation des élections sénatoriales partielles prévues le 31 juillet 2021. C'est un ensemble de textes qui est relatif à l'organisation des élections partielles des sénateurs dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bonkani, du Gontougo et de la Nawa. C'est un ensemble de textes qui permet de déterminer la durée de la campagne électorale pour le premier décret. Le deuxième fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse. Le troisième, lui, détermine le nombre de lieux de vote et de bureaux de vote. Et le quatrième porte sur l'organisation et le fonctionnement de ces bureaux de vote. Ce qu'il faut retenir de l'ensemble de ces 4 textes, c'est que les collèges électoraux sont convoqués à la date du samedi 31 juillet 2021 et la campagne s'ouvrira le 23 juillet 2021 à 0h et se fermera le 29 juillet 2021 à minuit. Également au menu du Conseil, les jeux du hasard. C'est désormais à la LONASI de réguler ces jeux sur une période de 15 ans. Le Conseil a adopté un décret portant sur l'approbation de la Convention de concession d'exploitation des jeux de hasard entre l'État de Côte d'Ivoire et la Loterie nationale pour une durée de 15 ans. C'est un décret qui permet en fait à la LONASI de prendre en compte les nouveaux jeux de hasard, notamment les jeux en ligne, et qui permet enfin à la LONASI de pouvoir délivrer des licences, des agréments aux différents opérateurs
C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de l'application de la nouvelle loi qui a été votée, portant régime juridique donc des jeux de hasard et qui instaure notamment une autorité de régulation donc des 10 jeux. Ce réajustement du dispositif procède donc de la légitime nécessité pour l'État d'accroître son contrôle sur le secteur du jeu par l'adoption de mesures vigoureuses contre des opérateurs qui exerçaient donc de façon illégale. La question de l'emploi, on en a aussi parlé à travers la création, l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de l'ONEF, à savoir Observatoire national de l'emploi et la formation. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public national à caractère administratif dénommé Observatoire national de l'emploi et de la formation. Le Conseil a en outre informé sur l'organisation de la 9e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, prévue du 25 au 28 juillet sur le sol ivoirien, et l'organisation de la journée de l'excellence le 6 août. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le 21 juillet 2021. Et on en arrive à cette bonne nouvelle qui est bien accueillie par les membres du gouvernement. La Banque africaine de développement va soutenir la mise en œuvre du PND 2021-2025. L'annonce a été faite par le président de la BAD au thème d'une audience avec le chef du gouvernement, Patrick Kachi. Le portefeuille des opérations de la banque en Côte d'Ivoire se chiffre actuellement à plus de 2 milliards de dollars, soit plus de 1500 milliards de francs CFA, nous rapporte Alexis Vredraogo. La Côte d'Ivoire était sur une trajectoire exceptionnelle au niveau de la croissance, avec les taux de croissance de moyen 7% par an depuis 2016 jusqu'à 2019. Malheureusement, à cause de Covid, ça a été baissé à 2%. Mais quand même, avec le relance de l'économie, il y a la vaccination, il y a la reprise du tourisme, la manufacture, les services, le transport et tout ça là. Il y aura un rebond de cette économie cette année avec prévision de 6,2% et l'année prochaine 6,5%. Le président de la Banque africaine de développement était mardi à la primature. L'institution bancaire est venue réaffirmer au chef du gouvernement son soutien à la mise en œuvre du plan national de développement PND 2021-2025. J'avais assuré son Excellence, Monsieur le Président, de deux côtés. Au titre personnel, moi je suis ivoirien, nigérien, et donc que vraiment je soutiens fortement le plan national de développement. Et aussi au titre, en tant que la Banque africaine de développement, pour lui assurer et tous les gouvernements de la soutien sans faille de la Banque africaine de développement pour le mettre en œuvre de ce plan national de développement. L'appui de la BAD va également porter sur la transformation de la chaîne de valeur agricole pour des produits comme la banane plantain, la mangue, l'anarcade, le café, le cacao ou encore le palmier à huile. Des investissements dans les infrastructures pour transformer les zones rurales en zones de création de richesses. Nous avons discuté beaucoup sur l'agriculture parce que je sais que l'agriculture est très importante pour son Excellence, Monsieur le Président et le Premier ministre. Donc on avait changé comment on va l'accompagner, le pays, dans la transformation de ça. Vous savez que l'atout de ce pays, c'est l'agriculture. Il faut en profiter pour qu'il y ait une chaîne de valeur forte qui peut être plus attractive pour transformer tous les produits agricoles, pour créer les recherches. La richesse partagée partout dans le pays. Le président de l'institution a par ailleurs salué l'efficacité du plan de riposte du gouvernement contre la Covid-19, notant que le portefeuille des opérations de la BAD dans le pays se chiffre actuellement à 2,7 milliards de dollars. Le ministre de la promotion des PME, Félix Anoblé, convainc les députés membres de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Ils ont adopté à l'unanimité le projet de loi modifiant l'article 1er de la loi portant création du Fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. Les entreprises dont la gouvernance respectera les standards internationaux en bénéficieront, nous dit Dangui Dangui.
Les petites et moyennes entreprises PME représentent 98% de l'écosystème du secteur privé ivoirien, 20% du produit intérieur brut, mais n'emploient que 23% de la population active, a révélé le ministre de la Promotion des PME devant la Commission des Affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ce mardi. Le ministre Anoblé Félix est venu solliciter la ratification de l'ordonnance modifiant l'article 1er de la loi portant création du fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes. Vous pouvez avoir une PME pour avoir toutes les qualifications possibles, mais si vous n'avez pas des moyens financiers, si vous n'avez pas un accompagnement financier, il est difficile dans certains secteurs et dans certains marchés d'être présent. Le fonds de garantie va permettre donc d'accompagner un certain nombre de PME qui sont dans le besoin. Il arrive que les banques demandent à une PME totalement neuve qui n'a pas d'actifs de pouvoir donc mettre en garantie son actif ou alors même de déposer du cash comme garantie pour obtenir un prêt, alors que vous savez très bien, comme on dit, si j'avais ce cash, je ne serais pas venu à la banque. Donc évidemment, le fonds de garantie permettra donc de pallier à cela. Texte adopté à l'unanimité par les députés présents, tous convaincus de l'importance des PME dans l'économie ivoirienne. Nous avons adopté le texte pour plusieurs raisons. Et la Côte d'Ivoire, même dans son ensemble, tout est PME. Et ceux qui sont dans l'agriculture, c'est le PME. Ceux qui se débrouillent en ville, en général, tout est PME. Le développement de la Côte d'Ivoire même doit être basé sur le PME. Nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que l'État met en place un fonds de garantie pour accompagner ces différentes entreprises, qui est même le fait de relance de notre économie ivoirienne. Ce qu'a proposé le gouvernement aujourd'hui. Créé en 1968 sous forme d'entreprise publique nationale, le fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes est resté en berne pendant des années et rebondit aujourd'hui avec une gouvernance alignée sur les standards internationaux afin de créer les conditions de l'éclosion des champions nationaux. Les choses avancent aussi bien au niveau des douanes ivoiriennes. L'administration vient de faire son bilan à mi-parcours et la moisson est bonne. Le directeur général des douanes, Dapierre Alphonse, face à la presse ce mercredi, annonce un recouvrement de 1172 milliards de francs CFA au premier semestre de l'année, soit plus de 50% des objectifs fixés. Des efforts seront encore consentis au prochain semestre, nous dit Noël Gagnon. Pour l'objectif qui nous a été fixé, nous avons recouvré 1172 milliards de francs CFA. Ce niveau de recettes mobilisées à mi-parcours représente plus de 50% des objectifs fixés à l'administration des douanes pour l'année 2021. À l'origine de cette performance, la sensibilisation et un encadrement conséquent, a indiqué le général Alphonse Pierre Da. Il ne faut pas se laisser distraire parce que les performances sont bonnes. Bien au contraire, il faut redoubler de vigilance parce que l'objectif à atteindre doit absolument être atteint. En plus de cette invite, le général rappelle aux soldats de l'économie les précautions à prendre au regard de la menace terroriste. Lorsque vous êtes rigoureux, lorsque vous faites attention aux personnes qui viennent vous rencontrer, aux personnes qui viennent échanger avec vous, qui se présentent à vous comme étant des usagers clients, lorsque vous avez avec eux un commerce de rigueur et d'échange, et vous prenez toutes les dispositions pour vous mettre à l'abri des surprises. L'administration des douanes, rappelons-le, a des missions fiscales, économiques et des facilitations des échanges. Voilà qui explique le message du général Alphonse Pierre Da. Chaque jour que Dieu fera, il faut que l'agent de douane sache qu'il a des obligations vis-à-vis de l'État parce que les attentes de l'État sont très fortes. C'est parce que les attentes sont fortes que l'État nous paye pour collecter des deniers publics. Et quand on vous paye pour collecter des deniers publics, vous devez le faire de la meilleure des façons possibles. Pour information, l'administration des douanes a recouvré pour l'exercice 2020 plus de 1990 milliards de francs CFA. Pour l'exercice 2021, il est demandé à cette administration de mobiliser plus de 2093 milliards de francs CFA pour le bon fonctionnement de l'État. Cela fait déjà un an qu'il nous a quittés et on se souvient, c'était le 8 juillet 2020
L'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly tirait sa révérence. Demain, 8 juillet 2021, marquera le premier anniversaire de son décès. Plusieurs manifestations sont prévues pour honorer sa mémoire. Eh bien, ce mercredi à l'hôtel Sofitel, Hôtel Ivoire, panel et exposition photos ont ravivé le souvenir de ce grand homme, cet homme d'État, Alexis Ouedraogo. Le balafon pour accueillir les visiteurs de l'exposition photographique du fils du Poro, l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. S'écrit le long de ces instants de vie figés sur le papier glacier, l'histoire d'une vie de mission, une vie au service de l'État. Nous avons entamé une série d'activités qui commence avec cette exposition photo et qui permet au public, aux militants, aux Ivoiriens, donc de revivre l'histoire d'Amadou Gon Coulibaly à travers sa carrière professionnelle, sa carrière politique, sa vie familiale, ses liens avec le président. Donc c'est une manière pour nous de revisiter la vie de l'homme Amadou Gon Coulibaly. Un véritable homme d'État qui avait une vision claire pour notre nation. Malheureusement, c'est avec beaucoup de peine que nous voyons toutes ces images, avec beaucoup de tristesse. Toutes nos prières, c'est que son âme repose en paix. Physiquement, Amadou Gon est parti, mais il laisse un état d'esprit. L'amour du pays, le goût du travail et le don de soi. Non loin, dans la salle attenante, un panel raconte l'homme, vie professionnelle, vie politique. Pour lui rendre hommage, la direction de son parti, le RHDP, a décidé d'organiser ces deux panels de haut niveau. Le RHDP l'avait désigné candidat pour la présidentielle de 2020 et entend marquer d'une pierre blanche ses 1 an d'anniversaire de sa disparition. Et la Côte d'Ivoire n'oublie pas ses illustres fils disparus. En leur mémoire, elle continue la marche du développement. Les autorités promeuvent la paix et la cohésion. Le commandant supérieur de la gendarmerie prône justement la paix dans la localité de Téni-Séabi, département de Fakobli, qui a connu des troubles après le meurtre d'une jeune fille. Il a exprimé son soutien à la famille éplorée. Le témoignage d'Ève Boué conçu à présent. Depuis le lundi 28 juin dernier, la cohésion sociale est perturbée dans le département de Fakobli. Les faits. Dans la localité de Téni-Séabi, le corps d'une jeune autochtone nommée Guénadia Charlène, élève en classe de 3e, âgée de 16 ans, a été retrouvé chez son petit ami dans des circonstances non encore élucidées. Le petit ami en question, un boutiquier ressortissant d'une communauté de la CEDEAO, est introuvable. En représailles, des actes de vandalisme, de destruction et de pillage des biens et lieux de commerce tenus par les ressortissants de cette communauté ont été perpétrés par des jeunes à Téni-Séabi et dans les localités environnantes. Suite à cela, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a entrepris une tournée de sensibilisation des populations. Dans la salle des foyers des jeunes de Fakobli, il s'est adressé aux populations. Il a exprimé la compassion du gouvernement. Tout en condamnant le meurtre de la jeune fille, il a exhorté les jeunes au calme et à éviter tout acte de nature à mettre en péril la cohésion sociale. Nous avons perdu une sœur, mais derrière cette douleur qui nous étreint, cette forte douleur, nous devons avoir un peu de recul et puis être raisonnable. Est-ce que c'est bon de violenter, de détruire les biens des différentes communautés étrangères qui vivent dans notre région ici, parce que quelqu'un qui vivait maritalement avec notre sœur, on ne sait pour quelle raison, on a trouvé notre sœur morte. Et lui, il s'est enfui. Est-ce que pour ce qui s'est passé entre les deux, nous, les populations innocentes, les autres populations qui vivaient en harmonie avec nous, est-ce que nous devons aller les agresser, piller leurs biens? Les élus de la région, les jeunes, la chefferie, les guides religieux ont aussi à leur tour condamné ces événements malheureux et lancé des appels à l'apaisement. C'est vrai, il y a eu des incidents, il y a eu un assassinat de notre sœur qui nous a fait mal.
Mais puisqu'on est dans un état de droit et que la justice est saisie de ça, je lance un appel à toute la jeunesse du département de Fakobli de faire bas la terre pour que la justice règle cette affaire-là pour le bonheur de notre département. Après cette séance de sensibilisation, la délégation du général Alexandre Apaleu Touré s'est rendue à Ténis-Yabli au domicile de la famille éplorée. Le patron de la maréchaussée a présenté les condoléances du gouvernement et offert une enveloppe pour l'organisation des obsèques. À noter que depuis le déclenchement des événements, le corps préfectoral, les élus, la chefferie, les forces de défense et de sécurité ont mené des actions sur le terrain pour le retour à la normale. Près d'une vingtaine d'arrestations, l'enquête suit toujours son cours. La paix est un trésor inestimable, chérissons-la, dans notre très beau pays. En vue du retour de réfugiés ivoiriens du Libéria, une visite exploratoire a lieu. Plus de 15 000 réfugiés ivoiriens qui expriment leur intention de retourner au pays d'ici la fin de l'année. Et dans la perspective de concrétiser ces intentions, une délégation de réfugiés ivoiriens a séjourné donc en Côte d'Ivoire en vue de s'imprégner des conditions de retour de leurs frères, nous rapporte Didier Nguesson. Des réfugiés ivoiriens au Libéria sont en mission exploratoire en Côte d'Ivoire. Ils viennent s'imprégner de la situation socio-économique et sécuritaire du pays en vue de faire un retour à l'ensemble des réfugiés encore au Libéria afin de les aider dans leur engagement à retrouver la mère patrie. Plus de 15 000 réfugiés ivoiriens ont l'intention de retourner au pays d'ici à la fin de l'année. À Blolequin, la délégation venue du Libéria échange avec les autorités préfectorales sur les opportunités d'intégration socio-professionnelle. Vous ne pouvez pas rester de l'autre côté et puis nous demander de régler vos problèmes. Il faut venir. À Diboké vivent plus de 3000 personnes rapatriées du Libéria depuis 2011. La mission est allée à leur rencontre. Elle a également échangé avec la notabilité. Mes parents qui sont arrivés ont été bien accueillis. Nous-mêmes aussi on a été bien accueillis. Je quitterai ici, je vais rendre un compte et que les gens comprendront bien que ça va. J'ai trouvé ma ville, il y a des immeubles qui poussent des terres. Tout ça là, c'est ça qu'on veut, le développement. Ce que nous faisons déjà avec le gouvernement du Libéria et de la Côte d'Ivoire, c'est de passer des informations sur les programmes que nous mettons déjà en œuvre, notamment dans le domaine des activités génératives de revenus, l'appui à l'éducation, à la santé, mais aussi l'appui aux personnes vulnérables. La mission exploratoire conduite par la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides d'ARA et le HCR a visité Tabou, Danané, Toulepleu et Blolequin. Dans les prochaines semaines, les autorités ivoiriennes avec le HCR se rendront également dans les principaux pays d'asile pour promouvoir le retour des réfugiés ivoiriens, dont plus de 91% sont déjà rentrés au Bécaye. Le développement et la paix sont donc en marche dans notre pays. Le Conseil national des droits de l'homme a procédé à la présentation officielle de 92 auditeurs formés sur les questions des droits de l'homme pour servir de relais dans leur environnement immédiat. C'est la 7e promotion. Elle a eu droit à 5 mois de formation. Éric Goré pour le reportage. Ils sont de la 7e promotion de l'Université des droits de l'homme. Formés pendant 5 mois, ces 92 auditeurs reçoivent leur certificat de réussite pour avoir appris des thématiques telles que le droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire et des notions de droits de l'homme de façon générale. Tout ceci grâce au Conseil national des droits de l'homme. Ils auront à apporter leur contribution dans le renforcement des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ils sont désormais aptes à affronter le terrain. Aujourd'hui, nous savons tous que tout ce qui est question des droits de l'homme va de la plus petite échelle jusqu'à la plus grande échelle. Et chaque citoyen doit se sentir concerné par tout ce qui est droits de l'homme. Parce que plus nous les respectons, depuis le plus bas niveau jusqu'à la plus grande échelle, je pense que nous aurons une nation qui concourt vers un développement équitable. La présidente du CNDH, Namizata Sangaré, revient sur l'opportunité de cette formation. Nous sommes très satisfaits du fait que nous contribuons en tout cas à grossir le nombre de défenseurs des droits de l'homme dans notre pays. Le Conseil national des droits de l'homme a pour mission de sensibiliser au respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire en multipliant les activités de promotion et de protection des droits de l'homme. L'excellence est aussi prônée dans le secteur de l'éducation nationale. La tolérance zéro face
à la fraude est en vigueur. 10 personnes, vous allez le voir, dont des candidats au bac ont été appréhendés dans 2 centres d'examen à Abidjan. Les présumés fraudeurs ont été mis aux arrêts aujourd'hui. L'opération a été conjointement menée par les services de police et par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Témoignage, c'est Forazi. Cette scène surréaliste tournée en caméra cachée montre l'ampleur de la fraude au baccalauréat. Ici, au lycée moderne de Marcory, un candidat sort de sa salle de composition, fonce dans l'arrière-cour de l'école, contacte un individu qui lui remet un document, visiblement le corrigé de l'épreuve de philosophie qui se déroule au même moment. Heureusement, la scène et plusieurs autres tentatives de fraude n'échappent pas aux services de police et de ceux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour la seule journée du 2e jour de composition, ce sont une dizaine d'individus, dont des candidats, qui sont mis aux arrêts dans le district d'Abidjan. Je suis allé prendre un brouillon sur lequel il y avait un sujet de philosophie, avec l'introduction et la conclusion. Donc je suis suspecté pour la tricherie. J'ai juste remis mon téléphone à un petit pour qu'il puisse me remettre. Après, vu qu'ils s'entraînaient dans la salle, donc du coup, quand ils sont venus en salle, le gendarme avec le chef du centre, ils nous ont demandé s'ils ont des téléphones, si on peut remettre. Alors, il a remis. Je reconnais que j'ai remis mon téléphone à un petit pour m'apporter, c'est tout. Il m'a demandé à ce que je fasse l'introduction et la conclusion pour lui, vu que j'ai déjà l'avance sur la chose. Et c'est ce que j'ai fait et je lui ai remis. Il m'a demandé à ce que je parte l'attendre. Quand il va finir, on va partir. C'est ça, ils sont venus m'arrêter pour me dire que j'étais en train de faire des transactions. Et sinon, j'ai avoué, je reconnais que je lui ai remis l'introduction et la conclusion comme il m'a demandé. Au lycée moderne de Marcory, tout comme au groupe scolaire Rodin de Yopougon-Yangon, les modes opératoires sont les mêmes. Soit les candidats fraudeurs reçoivent les corrigés via WhatsApp, soit ils trouvent une astuce pour récupérer le corrigé de l'épreuve des mains des individus se trouvant à l'extérieur des centres de composition. L'opération qui a servi à mettre le grappin sur eux traduit bien la volonté de la ministre Mariatou Koné d'améliorer considérablement les acquis du système éducatif ivoirien en accentuant la lutte contre la fraude. N'attendez pas qu'on mette des vidéosurveillance, n'attendez pas qu'on utilise des moyens ultra sophistiqués pour vous empêcher de tricher. Soyez vous-même votre propre gendarme, votre conscience personnelle, parce que c'est votre valeur intrinsèque que nous allons juger. L'opération discrète se poursuivra jusqu'au dernier jour des examens à grand tirage sur toute l'étendue du territoire national. En attendant, les candidats fraudeurs et leurs complices vont répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Promouvons ensemble l'excellence à l'école. L'Association des cadres du Centre pour le développement ACCD apporte sa pierre à l'édifice après les résultats scolaires de 52% d'admis au CEPE. L'ACCD a remis un important lot d'équipements pour pallier le déficit à l'EPP et Téléboucan dans la sous-préfecture du Diabo et renforcer ainsi les capacités des pensionnaires de l'établissement, nous rapporte Léon Bro. Des équipements sportifs et du matériel didactique, notamment des ensembles géométriques, des cartons de craie, un ordinateur complet, 10 paquets de rames pour l'école primaire publique de Téléboucan, sous-préfecture de Diabo. Un don de l'ACCD, l'association des cadres du Centre pour le développement, bien apprécié des bénéficiaires. Il vient renforcer en effet les capacités des enseignants. Comme nous sommes à l'ère du numérique, tous nos documents doivent être sur une base de données. Ça pourra aussi nous permettre de faire des recherches sur le net pour pouvoir améliorer la qualité de notre enseignement. Visé par cet appui de l'ACCD, l'amélioration des résultats scolaires. Seulement 18%, soit 5 admis sur 28 candidats au CEPE, session 2021, contre 100% les 3 années antérieures à Téléboucan. Une chute que l'on lie au manque d'équipements didactiques du fait de la suspension des COGES et de l'abandon par les parents de l'encadrement des écoliers. La CCD s'engage à relever ces défis, assure le représentant du ministre Amédée Kofi Kwaku, son président. Que nos enfants soient éduqués à la maison. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui se donnent des congés de vacances avant le terme même de l'année scolaire.
ce qui n'est pas normal. Nous allons avec les élus de la CCD sillonner nos départements, nos villages pour instruire, pour sensibiliser nos enfants afin que le respect qui nous a toujours caractérisé soit notre guide, notre boussole. Objectif, excellence à l'école, et ceux des écoliers de Télébocan qui ont donné dans ce sens ont reçu des kits scolaires de la CCD dont l'émissaire a entretenu les populations sur sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire et du Vébaoulé en particulier. Voilà, sur le front sanitaire également, on reste mobilisé. Voyons le chiffre du jour en Côte d'Ivoire. Voilà, restons vigilants, le coronavirus continue de circuler. Ce mercredi 7 juillet, on dénombre dans notre pays 59 nouveaux cas de Covid-19 sur 2482 échantillons prélevés, soit 2,3% de cas positifs, 28 nouvelles guérisons, malheureusement un décès enregistré à ce jour et on dénombre au total 825 286 doses administrées au niveau du vaccin de Covid-19. Préservons notre santé et celle des autres en nous faisant tous vaccinés. Le sommet du Parti communiste chinois et des partis politiques mondiaux s'est tenu à Beijing par visioconférence et depuis la rue Le Pic, le RHDP a pris part à cette cérémonie qui marque le centenaire du Parti communiste chinois. Ce sommet est un événement diplomatique multilatéral important qui a vu la participation du président chinois. Vous aurez le reportage de Michel Digré dans nos prochains journaux. La triste nouvelle est tombée aujourd'hui. Le président haïtien n'est plus. Moïse Jovenel a été assassiné à son domicile par un commando la nuit dernière. Selon le premier ministre haïtien, Claude Joseph a déclaré l'état de siège dans le pays, octroyant des pouvoirs renforcés à l'exécutif. L'épouse du président Moïse Jovenel, blessée dans l'attaque, est hospitalisée. La République dominicaine a ordonné la fermeture immédiate de sa frontière avec Haïti. Jovenel Moïse, 53 ans, homme d'affaires, avait été élu président en 2016 et avait pris ses fonctions le 7 février 2017. Ainsi va la vie. Prenez soin de vous. Je vous retrouve demain dans la paix.